Ok, alors ben c'est l'histoire de ma vie. Oh là là, je suis partie là ce matin. Donc ce matin, j'aimerais qu'on fasse le point sur le mois de septembre. Faire le petit bilan, vous savez, avec les 3 préférés, etc. Le petit récap en chiffres, en nombres plutôt. Savoir si mes challenges annuels avancent, savoir si j'ai réussi mon bingo, etc., etc. Donc c'est parti, il y a du taf. On va commencer avec les chiffres. Alors, petit récap du mois. Waouh. C'est un truc de fou. J'ai lu 37 livres au mois de septembre. Et j'ai lu en tout 10 382 pages. C'est énorme. Voilà. Parmi ceux-là, il y avait 3 livres audio et 17 graphiques. Ce qui fait en tout 17 autres supports qui sont globalement que des romans, on va dire. Oui, parce que je pense pas avoir... Ou peut-être un essai, je ne sais pas. Voilà. Peut-être. Oui, un essai. Mais voilà. Après, il y a eu un 7 jours 7 livres. Donc pendant les 7 jours 7 livres, on lit des romans assez courts. Ce qui fait qu'il y a un nombre assez important quand même. Voilà. Côté bingo, je devais lire 3 livres offerts et j'ai réussi. Je vous mettrai ici ceux que j'ai lus quand je parle parce que je ne vais pas tout vous dire. J'ai envie de mettre un petit peu des images ici. Et un roman, un graphique avec un visage. Voilà, c'est ok, c'est validé, j'ai validé mes 2 bingos. Depuis le début de l'année, je crois que je valide tous mes bingos. Je crois, hein, à peu près. En lecture, j'ai pas trop de soucis. Côté créatif, c'est plus difficile. Concernant ma pile à moitié, on en est où? Je devais mon objectif de fin septembre, c'était 220 livres dans ma pile à lire. J'en suis à 230 au 3 septembre. Ce qui fait que j'y suis pas, mais on est à 10 seulement. En revanche, si on regarde le nombre de romans, j'ai pas vraiment baissé parce que le mois dernier j'en étais à 202, là j'en ai 200. Il faut absolument que ce nombre descende d'ici la fin de l'année. Absolument. Non mais ça serait bien en fait qu'ils descendent. J'ai 200 romans, 21 BD, 7 comics et 22 mangas. Franchement côté graphique, il n'y a pas d'inquiétude, ça roule, ça tourne, il n'y a pas de problème. Côté roman, c'est là où il faut que ça descende un peu. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Côté pas la moitié, j'ai aussi organisé donc ce 7 jours 7 livres. Je vous mettrai le petit i ici si vous voulez voir ma vidéo. Et je devais dégommer ma palle de 2022. J'en étais à -8, mais je crois que là, ce matin, j'en ai lu 9 de ma pile à lire de 2022. Donc pour moi, c'est ok. À partir du moment où on est plus de 8 livres, c'est pas mal. On va faire le petit point sur les sagas. Parce que les sagas, je trouve que j'ai pas super bien avancé. J'ai terminé Yann, en manga. Yann, j'ai lu les 3 volumes. J'ai fini toute la saga The Promised Neverland et c'était vachement bien. Donc ça, c'est terminé cette grosse saga. Et je me suis... Alors, j'ai pas vraiment terminé, mais je suis à jour sur la saga Charco et Belle puisque j'ai lu La Faille en audio ce mois-ci. Pour ce qui est des sagas en cours, j'ai avancé Monster, puisque j'ai lu les tomes 4 à 6. J'ai avancé Picobog, parce que j'ai lu tous ceux qu'on avait dans la pile à lire. Mais je crois qu'il nous en reste 4-5 à lire encore. Je crois qu'il y en a un qui sort ce mois-ci en plus. Solo Leveling, j'en ai lu un en plus. Voilà, et puis Fenrir, j'ai relu le premier et j'ai lu le second. Il faudrait que j'achète les 2 derniers pour pouvoir le terminer, parce que j'aime bien en fait. Et puis dans les sagas commencées, quelles sont celles que je vais continuer, quelles sont celles que je ne vais pas continuer. Ténébreuse, j'ai beaucoup aimé le premier volume de la duologie. Je viens d'acheter le second, donc je devrais le terminer ce mois-ci. J'ai commencé Sheets en anglais et ça me plaît beaucoup, donc je vais les continuer à le lire en VO. Sachez juste que la version française sort ce mois-ci, donc sous le nom Invisible. Et je vous invite à lire parce que franchement c'est vachement bien. Et puis celle que j'ai commencé et que je ne vais pas continuer, il y a Autant de Bochan de Jiro Taniguchi et d'autres personnes que je ne vais pas continuer, ainsi que Les Gouttes de Dieu, parce que je l'avais déjà lu, je l'ai relu et c'est un peu old school, pour moi ça me plaît pas trop. Voilà. Côté 24 livres pour 2024, j'en suis à 16 livres sur 24, c'est pas mal, je suis plutôt contente. Si je vais pas jusqu'au bout, c'est pas très grave, mais ça avance et je vais continuer à avancer et puis si j'arrive déjà à 20, ce serait bien je pense. Pour le Pumpkin Autumn Challenge, j'ai validé 7 catégories sur 12.
Voilà. Et pour le Cocorico Challenge, je suis à la bourre parce que j'en ai validé 2 sur 12. On va passer maintenant aux 3 préférés. Côté roman. Alors, on a... Il n'y a pas d'ordre. Voilà. Parce que si je vous dis l'ordre, après, ma vidéo de fin d'année de tous mes préférés, et avec les ordres et tout, ça va un peu vous spoiler. Je ne vous dis pas plus. Au bonheur des dames, d'Émile Zola. Quel bonheur de retourner dans l'écriture d'Émile Zola. Alors ça, c'est un roman qui est un des préférés de ma mère et qu'elle voulait me faire lire, vous savez, dans la catégorie des préférés de mes proches. Et merci maman, j'ai adoré. C'était vraiment très très bien. J'ai adoré les grandes descriptions. J'ai adoré retrouver cet univers du Second Empire. Voilà, et on est... dans un Paris qui émerge, dans un Paris où les grands magasins commencent à envahir en fait toutes les rues et où les petits commerces sont rachetés, périclitent, et toutes les familles qui sont à l'intérieur, soit elles continuent, elles sont embarquées dans cet entrain vers la modernité, soit en fait c'est la catastrophe, voire à la mort. Et on suit un personnage, une jeune fille, Denise, qui vient de la campagne et qui a autant de peine pour sa famille qui, justement, étant dans un petit commerce, est atteinte par ce fléau, cette vague, qui est vraiment comme une vague, qui rafle tout sur son passage, et en même temps qui est très attirée par le bonheur des dames, qui est donc ce grand magasin, qui va réussir à rentrer dedans en tant que vendeuse. Et pas que, parce qu'il faut aller lire le livre pour ensuite découvrir ce qui va se passer pour Denise. J'ai beaucoup aimé. On a le personnage d'Octave Mouret, qui est donc le directeur du Bonheur des Dames, qui est un personnage très intéressant, inquiétant, comme Zola sait les décrire. J'ai trouvé ça assez chouette. J'ai vraiment été embarquée. Alors, je ne l'ai pas lu, ce livre est neuf, mais il m'a été offert par ma maman. Mais je l'ai lu sur ma Kindle. Et j'ai beaucoup aimé le lire sur ma Kindle. Ça a, on va dire, dédramatisé l'effet écriture très serrée. Vous savez, parfois dans les poches. Désolée, vous entendez peut-être mes enfants qui crient de joie en bas, parce qu'ils jouent ensemble à un jeu vidéo. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé le lire sur la Kindle et je me suis dit que c'était finalement un bon support pour lire des classiques qui peuvent nous faire peur. Voilà, donc je vous invite à découvrir. Et ça m'a donné, ça a été tellement un coup de cœur que ça m'a donné envie d'aller redécouvrir les Rougon-Macquart, puisque du coup j'en ai lu que 3 dans la saga. Et peut-être pour 2025... tenter d'en lire un peu plus, peut-être tous les 2 mois, tous les 3 mois, je ne sais pas, en lire un et les proposer en LC sur le Discord, si ça vous intéresse. J'organiserai ça pour l'année 2025, je pense. On verra pour le planning, hein. Je ne sais pas encore si je fais un planning fixe qui nous permettra de nous organiser ou autre, voilà. Donc j'ai adoré, vraiment, c'était vraiment très bien écrit, un vrai moment de bonheur. Apparemment c'est un des plus positifs de la saga. Voilà, moi j'ai très envie de relire Le Rêve. Dans mes souvenirs, c'est un de ceux que j'avais adoré, un des romans que j'ai préféré quand j'étais adolescente, jeune adulte entre guillemets. Donc j'ai très envie de le relire. J'avoue, Germinal, que j'ai lu, j'ai moins envie de le relire, mais si on fait la saga, peut-être que je le relirai. Voilà, à voir. Autre roman, alors c'est plutôt un essai que j'ai adoré lire, c'est Profession romancier d'Haruki Murakami, qui m'a été offert par l'adorable Muriel, que je remercie encore, parce que quand elle l'a vu, elle a tout de suite pensé à moi. Regarde Muriel, j'ai adoré découvrir l'écriture de Murakami qui parle de sa profession. C'était vraiment... Alors, c'est tout à son image. Son parcours est assez particulier, hein, d'auteur japonais. Il a une façon d'écrire particulière et il explique comment il fait. Il explique son quotidien, il explique ses choix, son ressenti par rapport à l'écriture, par rapport à l'originalité. Il y a aussi un effet didactique, qu'il veut un peu didactique parce que ça s'adresse aussi aux futurs romanciers, je pense. Et j'ai beaucoup aimé découvrir, là, c'est son quotidien.
qui relit ses textes. Est-ce que c'est sa femme? Et voilà, la relation qu'il a avec sa femme par rapport à l'écriture, la relation avec sa maison d'édition, avec les critiques littéraires, avec les événements, les prix. Voilà, j'ai vraiment retrouvé tout ce que j'aimais chez lui. Ça m'a beaucoup plu. Vraiment, j'ai surligné beaucoup de choses. J'ai surligné parfois, carrément. Et j'ai pas forcément trop envie de vous dire, parce que si vous aimez Murakami, je vous invite à le lire parce que sa technique d'écriture, il y a quand même une technique d'écriture particulière qui nous explique. Et j'ai pas forcément envie de vous dire laquelle c'est, mais quand on la sait, on comprend pourquoi. Donc voilà, on comprend pourquoi ces romans sont ainsi, avec ce rythme un petit peu particulier, la forme de ses phrases, etc. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à le lire. Voilà, je tease pour faire lire un petit peu Haruki Murakami. Et puis le dernier qui m'a énormément plu, que je vous ai proposé en lecture commune, qu'on a lu avec plusieurs personnes sur le Discord, c'est Seul en sa demeure de Cécile Coulon, édité chez Proche. Écoutez, j'avais peur parce que Une bête au paradis m'avait plu, mais pas tant que ça. Le dernier que j'ai lu d'elle, vous savez l'histoire de ce garçon là. Ah, ce livre qui était superbe, quand j'ai commencé à lire, je me suis dit, oh, c'est splendide, son écriture est splendide. Et puis en fait, la fin m'a... Enfin, oui, je sais pas, il y a un rythme, pour moi, alors je peux pas dire ça, parce que je ne sais pas écrire comme Cécile Coulon, qui écrit extrêmement bien, j'allais dire un défaut de rythme, c'est pas ça. Il y a un rythme qui est au début du roman, qui est extrêmement porteur. Et puis le dénouement de l'histoire pour moi a fait « Oh, ok, je m'attendais à tellement plus que j'ai été un petit peu déçue par la fin en fait. » Et ça m'a fait un coup au cœur parce que j'étais prête vraiment à avoir un énorme coup de cœur pour ce livre. En fait, je suis toujours prête avec Cécile Coulon à avoir un énorme coup de cœur. Mais du coup, quand je me suis dit « Allez, je vais lire celui-là qui est gothique, qui est parfait pour l'époque », j'avais peur en fait d'être déçue parce que j'adore la poésie de Cécile Coulon. Mais côté roman, elle me plaît un tout petit peu moins. En fait, j'attends tant d'elle que des fois, je me dis Et là, j'ai pas été déçue, j'ai adoré. Alors, roman gothique par excellence, j'ai adoré découvrir les différents personnages. Le personnage de... Alors, comment est-ce qu'il s'appelle? Ça fait un moment que je les ai lus. Donc, j'ai pris des petites notes. Alors, attendez. Donc, le personnage de Candre Marchère, donc c'est le personnage principal, on va dire, pas le châtelain, mais la personne bourgeoise qui habite dans cette énorme demeure, sa maman est morte, son père, je sais pas, il devait déjà être mort. Et en fait, le roman commence avec le décès de sa mère très subi. Et en fait, c'est sa bonne qui va s'occuper de lui, sa bonne qui a un fils aussi à peu près du même âge. Et on va juste savoir ce passage-là de son enfance, et ensuite, tout de suite, faire un saut dans le temps pour arriver au moment de l'histoire où il cherche à se remarier. Il a perdu sa femme 6 mois auparavant, après un bref mariage de 2 ans. Elle est morte de maladie. Et en fait, il cherche à se remarier parce que il s'ennuie, puis il aimerait bien pouvoir avoir une descendance. Hein. Donc on est au 19e siècle. On est avec un personnage extrêmement sympathique, extrêmement doux, mais très secret. On ne sait pas trop ce qu'il pense, ce Candre. Et on va suivre Aimé, qui va finalement décider de se marier avec lui, qui va arriver dans cette maison, ou plutôt cette maison va l'accueillir. C'est plutôt ça, puisqu'on nous présente la maison avant que Aimé y arrive. J'ai trouvé que cette tournure justement était intéressante parce que la maison est assez importante dans ce roman. Et cette chambre où vit Aimé et où son mari la rejoint de temps en temps pour tenter de faire un enfant est assez étrange. Donc voilà, Aimé se sent plutôt bien, mais en même temps, elle sent qu'il y a des attentes et elle a l'impression de ne pas être à la hauteur. Elle s'ennuie aussi un petit peu parce qu'elle est quand même toute seule, excepté Henria, la bonne, qui s'occupe d'elle. Elle s'ennuie un peu. Et en fait, elle va demander à Candre
Enfin, elle va pas demander, Kandre va lui proposer de lui faire une activité qui pourrait en fait la rendre plus joyeuse, et elle va décider de prendre des cours de flûte traversière. Donc il y a une flûtiste qui va venir de loin, de Genève si je dis pas de bêtises, c'est de Genève qu'elle est? Oui, elle vient du conservatoire de Genève pour lui enseigner la flûte traversière. Et pendant les leçons, il se passe des choses étranges, on entend des bruits. Voilà, il va se passer des choses étranges pendant ces leçons de flûte. Et c'est ça, il va se passer... Voilà, et après, il va y avoir... On va comprendre ce qui se passe, où il va y avoir des choses particulières qui vont se passer dans cette maison. Le fait qu'il se passe des choses étranges pendant ces leçons-là, c'est l'élément déclencheur de toute l'histoire, et ensuite du dénouement de l'histoire, qu'on comprenne voilà, ce qui s'est passé. Je ne vais pas trop vous en dire non plus. Tout devient menaçant. Voilà. Les murs hantés, les cris d'oiseaux la nuit, l'emprise d'Henria, la servante, jusqu'au jour où apparaît Emmeline. Le domaine se transforme alors en un théâtre de non-dits, de désirs et de secrets enchâssés. C'est effectivement ça. Il y a un twist à un moment, et on va comprendre ce qui s'est passé dans cette maison. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Alors, j'ai adoré l'ambiance de ce roman. La fin, avec le dénouement, tout ça, ça représentait pour moi plus un exercice de style qu'autre chose. Mais j'ai beaucoup aimé justement l'inquiétude ambiante. J'avais envie de savoir ce qui s'était passé, donc j'ai trouvé qu'elle avait bien réussi son roman. C'est marrant parce qu'il n'est pas extrêmement bien noté sur Livre Addict, mais par exemple, moi j'ai vraiment préféré celui-ci à Une bête au paradis. Je crois que c'est ça. Hein. Ouais. Donc voilà, moi j'ai adoré. Franchement, puisqu'il est dans mes 3 préférés, j'ai adoré, je vous le conseille. Voilà, c'était long. Hein. Donc maintenant, on va passer au graphique. Et ce mois-ci, dans les graphiques, c'est 3 BD. Il n'y aura pas de manga. Et pourtant, j'ai fait des bonnes lectures quand même manga. Donc, alors, celui que j'ai beaucoup aimé, c'est Les Gardiens du Louvre de Jiro Taniguchi, édité par Louvre Édition chez Futuropolis. Donc c'est un manga en fait, mais format BD. Enfin, disons que c'est pas un manga petite taille, mais il se lit à l'envers quand même. Voilà, il se lit dans ce sens-là. Donc c'est une autobiographie fictionnelle, une autofiction, c'est ça? Dans ce sens-là. Où Jiro Taniguchi lui-même est invité à Paris pour son métier d'écrivain. Et en fait, il décide de faire le tour des musées, et il va passer par le Louvre. Le truc, c'est que quand il arrive sur place, il a genre une grippe ou quelque chose comme ça, donc il a pas mal de fièvre. Et en fait, on navigue, on ne sait pas trop si ces visites qu'il fait au musée sont des vraies visites, ou si c'est un délire d'écrivain qui a de la fièvre dans sa chambre d'hôtel. Et en fait, il va voir des allégories, c'est ça? Ou pas des allégories, des symboles ouais, pas des allégories, si, des représentations en fait réalistes des différentes toiles ou sculptures du Louvre, qui vont raconter l'histoire du Louvre, et l'histoire aussi de certains artistes qui ont fait des toiles particulièrement significatives. Donc on a par exemple la victoire de Samothrace, on a la Joconde, on a Corot, qu'il apprécie particulièrement, Van Gogh, etc. Et puis voilà, donc il va parler aussi quand même de l'histoire vraiment du monument, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale, et des personnes qui étaient à la tête du Louvre, et des décisions qu'elles ont pu prendre, donc d'un point de vue historique. Et c'était vraiment super chouette, j'ai beaucoup aimé. Voilà, j'ai beaucoup aimé voir aussi ce qu'il inspirait, Jiro Taniguchi. C'est ça qui était intéressant, voir quels étaient les artistes qui l'appréciaient particulièrement. Donc je vous la conseille, un très bon Jiro Taniguchi. Le joueur d'échecs de David Sala, d'après l'œuvre de Stefan Zweig, édité chez Casterman. J'avais très peur parce que la couverture, le dessin me semblait étrange. Et c'est une nouvelle que j'aime beaucoup de Stefan Zweig. Et quand j'ai ouvert les premières pages, je me suis dit, oh là là, je suis pas sûre que les dessins me plaisent. Vous voyez que les dessins sont très particuliers. Et en fait, contre toute attente, j'ai trouvé que c'était une très bonne
adaptation de la nouvelle avec un parti pris graphique très original, mais qui retranscrit bien les inquiétudes et ce personnage quand même de joueur d'échecs un peu particulier et son histoire. Je vous montre juste quelques images. Et en fait, le fait que ce soit des dessins assez lisses, mais assez inquiétants, fonctionne très bien. Donc j'ai trouvé que parfois, vous savez, on a toujours l'impression de dire oh là là, le style graphique me plaît pas. Effectivement, c'est pas forcément des dessins que je trouve particulièrement beaux, vous voyez, mais ça fonctionne dans l'histoire très très bien. Donc des fois, il faut se laisser porter. Et puis j'ai trouvé que l'adaptation de la nouvelle aussi était juste. Donc j'ai retrouvé le plaisir de lecture que j'avais eu avec la nouvelle. Et puis le dernier, c'est La Mare d'Eric Crick chez Hanspar. Et celle-ci, je l'avais vue sur la chaîne de Jodie, Les Livres de la Crypte. Donc c'est un thriller un peu fantastique, horrifique, qui parle d'un couple qui vient de perdre un enfant, c'est ça? Oui, qui vient de perdre un enfant et qui tente de se reconstruire dans une maison de famille isolée dans la forêt. Mais il se passe des trucs bizarres près d'une mare. Bon voilà, c'est un thriller assez basique, mais pareil, là j'ai trouvé que le style graphique, j'essaie de vous montrer, est assez incroyable. Participe vraiment, je trouve, à une ambiance d'histoire horrifique, très justement. J'ai beaucoup aimé, voilà, et puis voir ce personnage féminin là qui est sur la couverture, j'ai trouvé que son mal-être était très, très juste et très propice à une histoire horrifique. Voilà, c'était vraiment très bien fait, puis avec ce jeu d'ombre, vous voyez, d'ombre et de lumière du soir là, un peu inquiétante, très chouette, voilà. Et on va terminer avec les Unhaul. Est-ce qu'il y a des choses dont je me sépare ce mois-ci de lus et qui n'iront pas dans ma bibliothèque? Alors, celui-ci, je ne vais pas le garder. Je l'ai écouté en audio, il est neuf, donc je vais l'offrir à quelqu'un qui, je sais, se plaira à le lire. Donc, voilà. Ça, je sais que ça plaira plus qu'à moi. Les gouttes de Dieu, c'est pas du se mélanger, hein, les gouttes de Dieu, je vais demander aux garçons, mais à mon avis, comme on va pas acheter les 18 suivants, ou plus, je pense qu'on va s'en séparer. Autant de Bochan, hein, je vous l'ai dit, j'ai le 1 et 2 en occasion, je pense que je vais les mettre en boîte à livres, je vais m'en séparer. Mon grain et moi aussi va rejoindre une boîte à livres, je l'avais acheté en déstockage de bibliothèque. Ça ne m'a pas particulièrement plu. Et celui-ci, alors celui-ci il est neuf aussi, je l'ai écouté. Et je pense que je vais vous le faire gagner dans la prochaine vidéo qui sera une vidéo que je dois faire depuis un moment. Dans un FAQ et puis un petit concours pour vous remercier d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne. Voilà pour les Unhaul. Et voilà, et c'est le moment de la conclusion de cette vidéo. Un très beau mois de lecture, ce mois de septembre. J'ai fait vraiment des super chouettes lectures. Il n'y a pas eu d'énormes coups de cœur, mais enfin, si Au Bonheur des Dames, c'était quand même... Ah, je m'en souviendrai vraiment. Ce que je vous ai proposé, ce que je vous ai montré, par exemple, Seul en sa demeure, c'est pas un énorme coup de cœur, mais c'est vraiment une très bonne lecture. Profession romancier aussi, c'est pas un énorme coup de cœur, mais j'ai vraiment adoré. Et je dirais que quand même Au Bonheur des Dames, c'est quand même un coup de cœur, quoi. Donc voilà. Et puis côté graphique non plus, ce ne sont pas non plus forcément des coups de cœur, mais très bonne lecture. Donc c'est chouette aussi. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce en l'air. Si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment de vous abonner, parce qu'il y a pas mal de vidéos qui sortent. Je publie pas mal de vidéos quand même sur la chaîne. Pour pas en louper, il faut s'abonner. Et puis si vous voulez nous rejoindre sur le Discord, il y a toujours le lien qui est en dessous dans la barre d'infos. N'hésitez pas, on organise pas mal de choses par là-bas. Et puis en attendant, je vous souhaite de bonnes lectures. On se retrouve pour le bilan début du mois de novembre, pour le mois d'octobre. Je vous fais des gros bisous. Et puis je vous souhaite de très belles lectures, de très belles découvertes livresques. Allez, bye bye!